Top, bonsoir. Est-ce que vous aimez la poésie? Moi aussi, super, alors on y va. Ah, ah, oh, oh, depuis ton départ, je ne cesse de pleurer sur ce quai de gare où tu t'es démembré. Les gens dans le hall s'écrièrent « Oh là là !» sur ce chemin de fer, ton petit corps s'étala. Tu voulais prendre la fuite, ne pas écrire de suite, la rupture annoncée d'un amour émietté. Tu voulais tout plaquer, moi recoller les morceaux. Eh bien, te voilà fixé au TGV pour Bordeaux. Divisé, dispersé, séparé, te dire ma moitié hélas n'est plus un sens figuré. Et telle une hélice dans l'espace, voir ta jambe tournoyer. Après chaque dispute, on devrait dire à sa famille, à ses proches qu'on les aime, car parfois sur une chute, ce sont ses membres que l'on sème. Merci, oui, je ne suis qu'un modeste poète amateur. Même si dans la vraie vie, j'exerce une profession où les vers sont légion, je suis conseiller funéraire. Et je fais un métier utile, hein. Comme les pompiers. Même si notre relation à la flamme est différente. Disons que d'un côté comme de l'autre, un bon tas de cendres symbolise souvent le travail accompli. Mais les temps sont difficiles. Surtout depuis que la canicule ne fait plus son travail génocidaire auprès du troisième âge. Nos chambres mortuaires restent définitivement vides, maintenant les vieux résistent, et pour nous aussi, c'est la crise. Les pires exemples de longévité, pour moi, sont Michel Sardou. Il y en a marre. Michel Drucker. Bon, il y en a marre, mais attendons la fin de l'année, on ne sait jamais. Un petit quart d'heure de vélo en trop et l'affaire est dans le sac. Non, le pire de tous reste Johnny Hallyday. Moi qui espérais, il y a encore quelques semaines en arrière, l'inviter au crématorium afin de lui rendre un dernier hommage et à mon tour allumer le feu. Bon, bah tant pis. Il a la forme, le Jojo, hein? Un vrai Don Juan à travers les époques. Parfois, j'angoisse à l'idée de penser que l'un de mes spermatozoïdes pourrait devenir, à court terme, la future fille adoptive de Johnny. Et qui sait, peut-être, à moyen terme, sa future compagne. Écoutez, sans ces lunettes optiques de 1000, difficile pour Johnny de différencier une mineure d'une majeure. De là à s'imaginer que Johnny éduque les mineurs avec son majeur. Ah, je sens que l'immobilité de mon mobile est interrompue par le caractère impromptu de ses vibrations épileptiques. Je répète. Ah, je sens que l'immobilité de mon mobile est interrompue par le caractère impromptu de ses vibrations épileptiques. Alors je rends ce passage accessible au public féminin, mon téléphone vibre. Centre funéraire, mon beau sapin, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Madame. Mais c'est que madame a la voix très grave. Alors madame anticipe. Un petit devis avant de passer au four. Non, madame appelle pour son petit. Brandon, votre fils adoptif. Oh mon Dieu, c'est atroce, ça. Ah oui, ça je peux pas.
Un prénom comme Brandon Statros. Brandon, Kevin, Jonathan. Ces prénoms à l'américaine donnent un côté fast-food à mes pierres tombales. Et j'aime pas ça. Comme disait cet éminent médecin légiste, le professeur Puzzle, que ce soit un Big Mac ou un Maccabée, ça reste de la viande morte servie sur un plateau. Ah non, commencez pas. Ah non, ne pleurez pas, non. Écoutez, n'en rajoutez pas, ce n'est qu'un enfant adopté. Vous souffrez, vous souffrez. Madame, savez-vous vraiment ce qu'est la souffrance? Bah, si vous aviez accouché, vous le sauriez. Mais soyez philosophe. Mais dites-vous que la vie n'est rien d'autre que la salle d'attente de la mort. Mais dites-vous que le ventre d'une femme n'est rien d'autre qu'un pré-cercueil. Ça y est, ça va mieux? Bon, écoutez, madame, je fais le maximum pour vous changer les idées, alors faites un effort vous aussi. Hein. Allez, la vie est trop courte. Et justement, si vous pouviez courter votre chagrin, c'est que j'ai à faire, hein. Oui, il faut que je passe chercher du pain. Du pain? Mais non, chez le menuisier. Ça y est, elle est finie le gros chagrin? Eh ben, c'est fort sympathique. Madame veut? Mais c'est honteux ce que vous nous demandez là. Un tarif réduit? Et pourquoi? Parce que c'est pas votre enfant naturel. Oui, mais enfin, madame, à qui la faute? Non, mais attendez, elle manque pas d'air, la sinistrée du système ovarien. Bon, écoutez, je peux éventuellement faire un petit geste commercial. Bah, je reste humain avant tout. De quelle marque était-il? Il était vietnamien? Oui. Preuve que tout ce qui est bon marché n'est pas fiable. Bon, ce que je propose, ma petite dame, apportez-moi la dépouille et puis je me débrouille. Mais oui, mais tout à fait. Mais comme lors d'un barbecue improvisé, on trouvera toujours un petit bout de cagette à mettre dans le feu. Allez, à très vite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Cédric Chartier. Salut Cédric. Salut Amanda. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Je te laisse regarder. D'accord. Oh Cédric, mon beau Cédric, dis-moi pourquoi tu es monté sur scène? Pourquoi t'as fait ça? Ok. Qu'est-ce qui m'a donné envie de monter sur scène? Mon entourage avant tout, parce que je suis auteur à la base, pas forcément comédien. Donc j'ai jamais suivi de cours de théâtre ni autre, et c'est mon entourage qui m'a demandé à un moment donné d'assumer mes textes. Donc ils m'ont inscrit sur une scène ouverte sur Lyon il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de monter sur scène, et comme j'ai vu que ça marchait bien, j'ai continué à faire de la scène, même si au départ j'avais pas forcément envie de monter sur scène, j'avais surtout envie d'écrire, parce que c'est ce qui me plaît, ma passion première, quoi. Bon, ça va là, t'es bien installé, tout va bien, t'es détendu, t'es content d'être là? Détendu jamais, mais j'essaie de faire bonne figure. Bon, alors c'est vrai que toi, tu es vraiment une plume ciselée, acide. Tu manies la langue française avec dextérité et justesse. D'où te vient cet amour des mots? En fait, ça, de tout petit, hein, j'ai toujours écrit, quels que soient les thèmes ou même les supports. J'ai toujours écrit des poèmes, des chansons, des choses comme ça. Participé à des concours d'écriture quand j'étais petit aussi. Donc comme je me démarquais dès mon plus jeune âge par rapport à mon écriture, ça m'a servi par la suite. Donc j'aurais du mal à donner les origines justement de tout ça, mais en tout cas je sais que c'est une passion qui m'anime depuis tout petit. Et j'ai pas forcément de gens dans mon entourage en plus qui pratiquent l'écriture. Donc c'est une énigme, je sais pas exactement d'où ça vient, quoi. Mais t'aimes lire quand même? Non. Tu n'aimes pas lire, tu aimes écrire? J'aime lire, mais je ne lis pas de romans. J'ai du mal à terminer un roman, donc je lis beaucoup de presse, de biographies, de choses comme ça, mais j'ai beaucoup de mal à rentrer dans un roman, en fait. Ça me lasse très rapidement, quoi. Alors, tu as choisi un thème qui en Occident est complètement tabou, c'est la mort. Alors pourquoi ce thème-là? Parce que c'est quand même très particulier, encore une fois. Déjà parce que c'est un thème qui m'amuse. Ouais. J'apprécie aussi les artistes qui ont une plume assez corrosive ou subversive, donc c'est
c'est pour ça aussi que je pratique cet humour. C'est un humour que j'aime, pas forcément un humour que j'ai envie de pratiquer, parce qu'il est de bon ton en ce moment de mettre des pincées d'humour noir dans son humour, quoi. Donc la part sombre des choses, ça te fascine. Il y a quelque chose qui t'intrigue, qui te stimule. C'est jubilatoire, ouais, de rire des pires choses, des sujets tabous. Ça permet justement de se décomplexer par rapport à tous ces thèmes et puis de trouver des choses nouvelles, parce qu'effectivement, la mort n'est pas forcément un sujet qui est traité en ce moment. Et ça me permet d'être sur un terrain que les autres ne pratiquent peut-être pas forcément, donc ça m'arrange. T'iras où après ta mort? Je ne sais pas, peut-être dans un bouquin. C'est le fantasme, j'imagine, de tous les auteurs, d'arriver justement à écrire des livres ou des pensées comme ça, issues de son spectacle ou d'autres écrits. Mais bon, j'espère justement figurer encore sur des supports comme ça qui me permettent de continuer à faire vivre mon écriture. Tout à l'heure, tu disais que c'est ta famille, tes proches qui t'ont poussé à monter sur scène. Mais est-ce que tu as vraiment eu un déclic, quelque chose où tu t'es dit, bon, ok, maintenant, j'y vais, j'assume, je me lance Chez moi, il s'amassait des tonnes et des tonnes de post-it. Il y a plein de choses qui, d'ailleurs, ça ressemblait étrangement à un appartement de psychopathe, parce que tout ce que je notais, je l'accrochais sur mes murs. Donc, en fait, mon appartement était tapissé d'écrits ou de petits schémas, comme ça, de petits dessins qui pouvaient... comme dans les experts, en fait. Tout à fait, voilà. Donc, quand les gens étaient un peu agacés de voir tous ces écrits, justement, dans les tiroirs, ils m'ont dit, à un moment donné, assume ce que tu écris, on va t'inscrire à une scène ouverte et on verra ce que ça donne. Comment tu gères le fait d'être face à un public ? Ça t'apporte quoi ? Au début, j'utilisais l'alcool pour monter sur scène. Et puis de moins en moins. Ah, c'était terrible. Je pouvais pas, ça me rendait malade de monter sur scène. C'était une torture, quoi. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, carrément. J'avais aucune expérience de scène, donc j'ai jamais pris la parole en public avant de le faire. Donc de monter sur scène, pour moi, c'était très difficile. En plus, c'était doublé par le fait que j'aborde des sujets dérangeants, donc je savais pas du tout comment le public allait réagir au départ. Et puis là, je vois que ça se passe bien, donc je suis de moins en moins stressé, même si je fais des scènes de plus en plus importantes, donc qui me mettent quand même une certaine pression, quoi. Donc en fin de compte, quand tu écris, tu sors, le personnage que tu joues dans ton spectacle, c'est pas du tout un personnage réel, c'est vraiment c'est quelque chose de fictif. Oui, mon personnage principal est un conseiller funéraire, donc même si on m'a proposé de devenir conseiller funéraire il y a quelques années en arrière, ouais. Raconte. Et justement, j'étais au chômage pendant, quelques mois, et je reçois un courrier de la NPE à l'époque qui me propose d'être conseiller funéraire. Je n'ai rien demandé, je me pointe à l'agence et je demande à la conseillère pourquoi. Elle regarde le courrier, elle me regarde, elle me fait « Bon, écoutez, vous avez le profil ?» Je dis « Bon, ok ». Donc le déclic est venu ce jour-là, je me suis dit « Et si j'écrivais justement… si je faisais parler un conseiller funéraire ?» Avant même de monter sur scène, les petites choses que j'écrivais, que j'affichais dans mon appartement, étaient sous l'angle, sous le regard d'un conseiller funéraire. Effectivement, oui, c'est un petit peu surprenant. Alors, je pensais m'adresser à quelqu'un qui était seul en scène, mais apparemment, tu es dans un duo en ce moment ? Oui, parce que pareil, pour me mettre un petit peu à l'aise, on m'a conseillé de trouver quelqu'un avec qui je serais en phase. Donc, je joue avec un cercueil. Qui est donc devenu ton meilleur ami ? Mon meilleur ami, voilà. Mais que fait-il, ce cercueil ? Il intervient pas mal de fois dans le spectacle. Je dialogue avec lui et il crée justement, il me sert aussi. On essaie de l'accessoiriser, donc il se passe plein de choses que je ne peux pas vraiment dévoiler, mais c'est devenu en tout cas un complice et j'aurais du mal maintenant à jouer sans lui. Tu montes sur scène depuis peu de temps, donc tu écrivais avant, mais tu faisais quoi comme travail avant ? J'étais disquaire pendant plusieurs années, ouais. Donc, passionné de musique, donc je vendais des disques, des vidéos, hélas des produits aussi pour le multimédia. J'y connais absolument rien, mais en tout cas tout ce qui était cinéma et musique, oui, ça c'est toujours ma passion et j'adorais ce boulot. Donc je l'ai quitté pour faire de la scène, mais si je devais y retourner, ça ne me dérangerait pas parce que je suis un passionné de musique rock en particulier, donc j'aimais bien ce milieu-là. Peut-être d'où le côté je m'habille tout en noir, non, rock, c'est un côté un peu… Ouais, non, mais là, en fait, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas forcément habillé en noir sur scène. Donc là, je me suis dit, bon,
j'étais pas inspiré, quoi. J'ai essayé je voulais mettre de la couleur, mais ça ne me va pas au teint, donc... Ça ne te va pas au Il n'y teint. a que le noir qui peut plus ou moins me convenir. Même dans l'écriture, hein, j'ai essayé de mettre de la couleur, j'ai un peu de mal. Oui, je prends mon métier très au sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Enfin, pas tous. Et puis la seule personne vraiment sensible à mon humour, c'est ma grand-mère, que ma moquerie infantile affuble d'un doux sobriquet, Mémé Pampers. Oui, je sais, c'est toujours moins drôle que mes métastases. Mémé Pampers a 90 ans et demi. Et à 90 ans et demi, donc, il m'est plus facile de la faire pisser de rire que rire à pleines dents. Logique. Il faut dire que cette vieille figue avariée a la vessie très expressive. Et signé avec ça. Parfois, lorsque je la pousse en ville, et que subitement une odeur d'égout vient alerter mes narines, je me dis, tiens, il n'y a pas que moi qui pousse. Parfois, afin d'embraser ses zygomatiques, je lui chatouille chaleureusement ses petits arpions. Guili guili la mamie, guili guili. Il doit voir, elle a déjà un pied dans la tombe et ça se sent, hein. Il va falloir penser à la toilette, hein. Un bon bain, bien chaud, à chaque bouillon son légume. En réalité, ma grand-mère s'appelle Muguette. Muguette, comme le muguet. Bon, la différence entre ma grand-mère et le muguet, c'est que ma grand-mère, on n'est pas sûr de la retrouver au printemps prochain. Ce qui m'attriste le plus, c'est que je ne suis pas sûr de tenir jusque-là. Je suis pas superstitieux, mais bon, ça m'empêche pas de lui offrir des chrysanthèmes à chaque anniversaire. Je lui rends visite chaque semaine, à l'heure du café, afin de la déranger pendant sa sieste. Oui, j'espère toujours un sursaut fatal. Grand-mère va me faire son bon café, grand-mère va me faire son AVC. Parce que de sa fumante consommation à ma brûlante consommation, il n'existe qu'un seul être cher, le notaire. Comment voulez-vous que je gagne ma vie si elle ne perd pas la sienne? C'est vrai, à quoi bon pousser mémé dans les orties, alors qu'il serait bien plus efficace de le faire dans les escaliers? Mais bon, je ne suis pas insensible à la vieillesse. D'ailleurs, vieillir me fait angoisser. Lorsqu'avec le temps, on repère que le trait n'est plus très fin, c'est qu'on n'est plus très loin de se putréfier. Avec le temps, nos zones érogènes sont en berne. Seul le froid et l'effroi nous pénètrent encore. On ne ressent plus l'émoi que dans l'enlacement délicat d'une petite laine. Des braises de souvenirs viennent péniblement faire valser nos cœurs qu'un gentil docteur veille comme un feu soporifique. Une fin de vie aussi pâle qu'un épisode d'Éric. Mais où sont les enfants, les petits-enfants? Et les bisous pour Pépé et pour Mémé? Certains regrettent parfois d'avoir survécu à l'été dernier. Alors, sur cette prose pleine d'espoir, j'aimerais boire un verre à la santé de nos aînés, que ce verre enivre mon corps, avant que les vers s'enivrent des leurs. Alors, mon cher Cédric, pourriez-vous me parler d'une chose que vous n'avez jamais osé dire, même pas à vos amis les plus proches? Écoute, j'aimerais leur dire que tout le mal que je dis d'eux, sur toutes les choses horribles que je dis sur eux pendant le spectacle, je le pense vraiment. Voilà, donc je n'ai jamais osé leur dire, c'est l'occasion. Je me sers de mon entourage pour écrire pas mal de choses, donc c'est vrai que j'utilise les travers des gens qui me sont proches, donc comme on va dire que la plupart d'entre eux ont de l'autodérision, ça passe très bien. Mais beaucoup me demandent, tu t'es pas inspiré de moi dans le spectacle pour cette partie-là, donc je suis lâche, donc je leur dis que non. Là, c'est l'occasion de leur dire finalement que si, je les utilise pour écrire. Bon, je te propose d'aller te sustenter un petit peu au catering. D'accord. Alors, il y a quoi dans les poches de Cédric Chartier?
Alors, qu'est-ce que j'ai Des cigarettes. Je vais peut-être pas les montrer, si. On va éviter de faire de la On pub. va éviter, ouais. Voilà. Une clé USB. Tu veux boire quelque chose? Il y a du jus de fruits. Ouais, bah, du jus de fruits, alors, ça me changera. Merci. Tu peux t'asseoir, si tu veux. D'accord. La vie de Cédric Chartier en 5 dates clés, ça donne quoi? En 5 dates, donc, on va commencer par ma première naissance. Voilà, en 1976. Donc, même si je ne fais pas mon âge, j'ai déjà 36 ans. Ma deuxième naissance à l'âge de 8 ans, en fait, parce que j'ai eu quelques soucis de santé qui ne m'ont pas permis d'être très actif dans la vie. Donc, voilà, je ne vais pas faire pleurer, mais bon, il m'est arrivé 2-3 petites choses par rapport à des ennuis de santé, justement, qui ont développé mon imagination et qui m'ont permis, par la suite, d'écrire, parce que j'avais que ça à faire. Ah, donc des choses un petit peu graves alors. Ouais, bah en fait, bon, en un mot, j'étais paralysé, donc je passais mon temps à rêvasser, donc à m'inventer des histoires. Donc je pense que c'est aussi ce qui pourrait expliquer les origines de mon écriture, c'est que en fait, j'étais obligé justement de rêvasser, donc je passais mon temps à m'inventer des histoires. Ouais. Donc ça vient de là. Ouais. Après, on va dire que la troisième date, c'est quand j'ai été peut-être embauché comme disquaire, parce que c'est la première fois que je faisais un boulot qui me plaît. Donc pour moi, c'était important, parce que j'avais enchaîné des jobs qui ne me plaisaient absolument pas juste avant. Après, on va dire que la quatrième date, c'est quand je suis monté la première fois sur scène. Ça m'a permis aussi de découvrir d'autres choses, d'autres sensations que je ne connaissais pas. Et puis, on va dire que la cinquième, c'est quelque chose de, voilà, un petit peu banal, mais la rencontre avec l'amie avec qui je suis actuellement. Forcément, qui est aussi mon moteur, parce qu'elle m'encourage énormément. Elle est à l'origine de tout ça. C'est elle qui m'a poussé à faire de la scène, et elle est toujours en train de s'occuper de mes petites affaires, parce que je suis bordélique même au niveau de mon spectacle. Donc elle est toujours en train de structurer tout ce que je fais. Et si elle n'était pas là, ouais, je pense que je ne serais pas là non plus, donc artistiquement en tout cas. Est-ce qu'il y a une actu qui t'a... Enfin, un coup de cœur, un coup de gueule par rapport à une actu qui t'a marqué ces dernières années? Une actu récente qui m'a amusé, c'est le mariage gay. Et le soir, parce que j'ai pris un fou rire quand j'ai vu Christine Boutin se faire asperger le visage de gaz lacrymogène. Voilà, bêtement, je me suis dit que c'était un comble que ce soit le mariage gay qui lui permette de recevoir sa première faciale. Donc voilà, très bêtement, c'est ce qui m'a fait rire. Et je crois que c'est ce que j'ai retenu dans l'actu. En plus, ça m'a permis de faire une vanne pour mon spectacle. Donc le mariage gay, je suis en train d'écrire un sketch là-dessus d'ailleurs, parce que c'est vraiment un sujet qui m'inspire en ce moment. Même si on peut considérer qu'il y a peut-être des sujets un petit peu plus graves que je pourrais traiter actuellement. Mais qui sont moins jouissifs pour le coup. Tout à fait, oui. Donc chez nous, on a un rituel. D'accord. C'est le pas de danse de fin. Ah. Voilà. Alors, bien entendu... Ce que je redoutais, d'accord. Oui, tu redoutes, c'est pas grave, écoute, tu vas le faire quand même, hein, on est bien d'accord. Eh ben, je pars sur scène justement avec cette musique. Ouais. Donc je vais mimer. Je prends mon flingue. Ouais. Voilà, donc j'ai tendance à faire ce pas. Saluer comme ça et partir. Merci. Soyez rassurés, on est entre nous. Hein. J'ai demandé au service de sécurité d'interdire l'entrée aux minorités visibles, que sont les femmes en burqa et les amateurs de tuning. Tout le monde connaît le tuning? L'art de faire d'une voiture banale un bolide, un squale, voire même un vaisseau spatial, généralement piloté par un kéké à l'encéphale trisomique et au tatouage tribal. Vous savez qu'à l'instar des femmes en burqa, les amateurs de tuning sont victimes de discrimination. Oui, ce sont les seuls handicapés à 4 roues à ne pas avoir leur place au Téléthon. Alors j'étais tranquillement dans les coulisses lorsqu'un domestique du théâtre surgit. Alors le stéréotype de l'ouvrier de spectacle, c'est-à-dire pas très grand, pas très beau, d'apparence miséreuse, arborant un inclassable pull camionneur, dont l'usant labeur a élimé la laine bon marché, offrant à mes yeux médusés l'indécente nudité de sa paire de coudes. Alors ce domestique du théâtre me dit « Allez, le comique, c'est à toi !» Oh, ces intermittents.
Et leur tutoiement permanent, mais qu'est-ce qu'un intermittent du spectacle, si ce n'est un travailleur cotorep qui s'ignore? Bon, mon éducation m'obligeant à lui répondre, je lui fis part de mon embarras, avec beaucoup d'autorité. Dis oh le gueux, dis le gueux. Quoi? Ben écoute, je sais pas, moi, par respect pour le public, par exemple, je vais pas me balader avec un verre de vin à la main. Oh, puis je me suis dit en même temps, bon, on est à Nantes. Vous êtes en forme, ça fait plaisir, oui. Voir, ça me change du public de la semaine dernière. Bon, je vous explique brièvement. La semaine dernière, j'arrive sur scène. Le dernier titre du groupe Black Eyed Peas à fond les enceintes. Bon, je voulais pas imposer, hein, j'étais beaucoup moins cruel avec vous. Et le groupe Black Eyed Peas est à la chanson ce que le Vuvuzela est à la musique. Une insupportable musique qui envahit nos stades. La semaine dernière, prise de risque maximum sur la mise en scène, changement de dernière minute. Ce n'était pas un verre de chardonnay, mais un petit Jurançon vendange tardive. Une folie, oui. Oui, je jouais dans une salle de spectacle qui avait un budget. Alors je m'approche comme ça, avec une aisance et une drôlerie au moins égale à celle dont vous êtes admiratif depuis bientôt 15 minutes. Et là, j'exulte le public. Alors, bande de blaireaux, on est venu rigoler un bon coup? Tonnerre d'applaudissements. Alors je me fais la réflexion suivante, voilà un public sans réelle personnalité, masochiste et qui en plus tolère l'humiliation. Oh, puis je me suis dit en même temps, on est à Paris.